On a tous connu ça, hein. Sortir d'un brainstorming complètement frustré, avec l'impression d'avoir tourné en rond. Et si on pouvait changer ça? Et si on pouvait transformer ce chaos apparent en une vraie machine à innover? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment enfin mener un brainstorming qui marche vraiment? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de super idées semblent mourir en réunion? C'est une frustration quasi universelle, ce sentiment d'avoir perdu son temps tout simplement dans une discussion qui n'a abouti à rien. Mais voilà! Et si le problème, ce n'était pas le brainstorming en lui-même, mais la façon dont on s'y prend? C'est vraiment ça l'idée clé. Le concept est super puissant, mais c'est l'exécution qui, bien souvent, laisse à désirer. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Allez, voyons comment. Ok, avant de parler des solutions, plongeons d'abord dans le cœur du problème, pour comprendre pourquoi si souvent la promesse du brainstorming, eh bien, elle n'est pas tenue. Et là, le décalage est saisissant. D'un côté, ce qu'on attend, l'innovation de rupture, le génie collectif, et de l'autre, la réalité. Une conversation qui patine, des silences un peu gênants. On comprend tout de suite mieux pourquoi tant de gens sont devenus un peu cyniques, non? Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de redéfinir ce qu'est vraiment un brainstorming. Attention, ce n'est pas une discussion à bâton rompu, c'est un processus cognitif et le mot qui change tout, c'est structuré. Voilà. Sans structure, c'est une perte de temps, soyons clairs, mais avec un cadre, ça devient un outil stratégique redoutable. Alors, comment on met un peu de méthode dans cette folie créative? C'est ce qu'on va voir maintenant. On passe à la solution, une méthode claire, nette et surtout reproductible pour enfin réparer nos brainstorming. En fait, la clé, c'est de respecter un cycle en 3 temps. C'est simple. Premièrement, la divergence. Là, on ouvre les vannes. Le but, c'est de générer un maximum d'idées sans aucun jugement. Deuxièmement, l'émergence. On commence à explorer, à clarifier, à connecter les points entre les idées. Et enfin, troisièmement, la convergence. C'est le moment de trier, de choisir, de sélectionner et de prioriser. Ce rythme, c'est le moteur du succès. Tenez-vous bien, ce chiffre, il est dingue, 50%. La moitié, oui, la moitié du succès d'un brainstorming se joue avant même que la réunion ne commence. C'est fou, non? Alors que souvent on y va un peu les mains dans les poches, eh bien, la préparation, c'est la phase la plus critique de tout le processus. Et concrètement, préparer, ça veut dire quoi? D'abord, poser une question super claire et ouverte, le fameux « comment pourrait-on ». Ensuite, fixer une durée. Pas plus d'1 heure, c'est l'idéal. Puis, inviter les bonnes personnes. Entre 5 et 10 participants avec des profils très différents, c'est ça qui crée l'étincelle. Et évidemment, préparer tout le matériel bien en avance. Ok, le terrain est prêt. Maintenant, il faut des règles du jeu. C'est essentiel pour que tout le monde joue dans le même sens. Voyons voir ces fameuses règles. Et attention, ces règles ne sortent pas de nulle part. C'est Alex Osborne, le père du brainstorming, qui les a définies. Et elles sont absolument non négociables. C'est la condition sine qua non pour que ça marche. La toute première est sans doute la plus importante. On suspend tout jugement. Ça veut dire qu'on interdit les « oui mais », les « ça ne marchera jamais », les « on a déjà fait ça », même un regard un peu critique, c'est non. Le but, c'est de créer un espace de sécurité totale où même l'idée la plus saugrenue peut être dite sans peur. Deuxième règle d'or, la quantité avant la qualité. Pour le moment en tout cas. L'idée, ce n'est pas de trouver la pépite tout de suite, mais d'avoir un maximum de matières premières. Plus on a d'idées sur la table, même des moyennes, plus on a de chances de trouver 1 ou 2 diamants bruts dans le lot. C'est purement statistique. Troisième règle, lâchez-vous. On veut des idées folles, des idées étranges, celles qui semblent complètement irréalisables au premier abord. C'est souvent dans ces zones-là, à la frontière de l'absurde, qu'on trouve les vraies innovations. Et puis, il est toujours plus facile de canaliser une idée folle que de dynamiser une idée ennuyeuse. Et enfin, 4e et dernière règle, on rebondit sur les idées des autres. On les combine, on les améliore. La créativité, c'est comme un jeu de construction. L'idée de l'un devient la base pour l'idée de l'autre, et ensemble, on construit quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un vrai travail d'équipe. Bon, on a le cadre, on a les règles. Passons maintenant à la boîte à outils. Comment on anime tout ça concrètement? Et quels outils peuvent nous filer un coup de main? Alors parlons du rôle de la personne qui facilite. C'est un rôle crucial. Son but, ce n'est pas d'avoir les meilleures idées, mais de protéger le processus. C'est elle qui va garantir la sécurité psychologique, qui va être le métronome du temps, qui va rappeler les règles et qui va relancer la discussion sans jamais l'influencer. C'est vraiment le gardien du cadre. Et bien sûr, aujourd'hui, on a des outils numériques géniaux pour ça. Pour tout ce qui est idéation visuelle, les post-it virtuels, les mind maps, des outils comme Miro ou Mural sont parfaits. Si on veut interagir vite, récolter des idées en direct, faire des votes, Clap ou Slido sont super efficaces. Et pour la suite, pour transformer les idées en tâches, Trello ou Padlet sont faits pour ça. Ah, et un point super important sur l'intelligence artificielle.
C'est un outil formidable, mais il y a une règle d'or. On l'utilise seulement après la phase de divergence, jamais pendant. Pourquoi? Parce que si on l'utilise trop tôt, elle risque de formater la pensée et de tuer dans l'œuf la créativité humaine. Donc l'IA, c'est pour aider à trier, à synthétiser, mais pas pour générer au début. Voilà, la session est finie, tout le monde est content, il y a des post-it partout, on plie les gaules, surtout pas. En réalité, c'est là que le vrai travail commence. Parce qu'un brainstorming qui n'est pas suivi d'action, ça ne crée qu'une seule chose, de la frustration et du cynisme. La valeur de la session, elle ne se mesure pas au nombre de post-it sur le mur, mais bien au nombre d'idées qui deviennent réalité. C'est l'implémentation qui compte, c'est tout. Donc si on résume, la recette c'est quoi? Un cadre clair, avec les 3 phases. Des règles explicites que tout le monde respecte. Une facilitation structurée. Les bons outils pour aider. Et surtout, un suivi opérationnel derrière. Voyez, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la méthode. La prochaine super idée dans n'importe quelle équipe, elle est là, quelque part. Elle attend juste d'être découverte. La question n'est donc pas de savoir si elle existe. La vraie question, c'est quelle structure va-t-on mettre en place pour enfin la faire émerger?